Ligne droite. Tournez, rotative. La libre information. Ah bah oui, si on se fiait à la seule santé de la French Tech, on se dirait que l'économie française se porte bien. Déjà en 2020, ni le Covid-19 ni les confinements n'avaient réussi à empêcher la French Tech de battre ses records de levée de fonds. Et là, en 2021, avec la reprise mondiale et l'accélération, il faut le souligner, de la transformation numérique post-Covid, qui est liée au Covid, la French Tech atteint donc de nouveaux sommets. D'après le baromètre annuel du capital risque du cabinet de conseil EY, les startups françaises ont levé l'an dernier 11,57 milliards d'euros pour 784 opérations, soit une progression spectaculaire de 115% en valeur et de 26% en volume. Elle a vu l'apparition aussi de 12 nouvelles licornes en 12 mois. Donc l'objectif des 25 licornes en 2025 qui avait été fixé par Emmanuel Macron en 2019 atteint son objectif avec 3 ans d'avance. De quoi évidemment réjouir le chantre de la Startup Nation. Alors comme on ne boude pas une bonne nouvelle élyséenne, et c'est bien normal, on a entendu un cocorico macronien hier. Je veux saluer aujourd'hui la 25e licorne. C'est aussi l'atteinte de l'objectif que nous avions posé en septembre 2019, alors même que nous n'en comptions qu'une poignée. On nous disait que c'était impossible et qu'au fond, la Startup Nation, comme beaucoup ont dit, c'était du vent. Mais collectivement, nous y sommes arrivés et avec 3 ans d'avance. J'ai cru en vous et je veux aujourd'hui féliciter toute la French Tech pour ce succès. Alors pourquoi cette réussite est-elle si importante ? La French Tech, ce n'est évidemment pas que les licornes, mais je les vois en quelque sorte comme des exemples, des modèles pour l'ensemble de l'écosystème. Derrière, il y a près de 20 000 startups qui, par leur impact, sont essentielles à notre économie, à notre société. Voilà, Emmanuel Macron, nous avons ces 25 licornes françaises. Nous y sommes, ces 25 startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars et avec elles toute la French Tech est derrière. Et elles changent la vie des Français, promis. Elles créent des centaines de milliers d'emplois partout en France. Elles font notre souveraineté et ceci n'est qu'un début. Alors est-ce que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes de la tech ? Pour cela, on se tourne vers Lou Vialet. Bonjour Lou Vialet. Bonjour Clémence, merci de m'inviter. Alors, on vous connaît, habituellement on vous reçoit pour parler de l'Afrique, spécialiste de géopolitique africaine, auteur de La fin du franc CFA aux éditions VA Édition, de Après la paix, Défi français, VA Édition également, mais vous avez une autre casquette, celle de directeur de la communication d'une société d'investissement dans la French Tech justement. Alors Lou Vialet, est-ce que d'abord, pour expliquer à tous nos auditeurs, parce que moi je trouve que tous ces nouveaux mots là, qu'on maîtrise peu, French Tech, licorne, est-ce que vous pouvez d'abord nous faire un petit point pédagogique s'il vous plaît ? Oui, alors d'abord un point sur peut-être la French Tech. Et en effet, ces mots viennent un peu d'ailleurs et souvent ils ont tendance à obscurcir notre lecture des faits. Et pourquoi déjà, pardon, je commence déjà par une nouvelle question, mais pourquoi toujours prendre un vocabulaire américain, parce que je pense que ça vient des États-Unis, plutôt que, puisqu'on parle de French Tech, pourquoi ne pas franciser ? Alors c'est une excellente idée et beaucoup d'acteurs de cet écosystème commencent à s'y mettre et moi-même je commence à faire en sorte que les entreprises s'y mettent et c'est une lame de fond qui va venir, on en reparlera. D'accord. Alors d'où vient ce vocabulaire, Startup Nation, French Tech, licorne ? La Startup Nation, par exemple, dont on a entendu le président Macron se faire le chantre, est un terme qui était utilisé pour caractériser l'écosystème d'Israël, qui était caractérisé comme la nation des startups par excellence, où par rapport à ses habitants et à ses entreprises, il y avait de plus en plus de startups. Maintenant, le terme French Tech est assez récent, finalement. Il est postérieur à l'arrivée des startups en France. Encore une fois, ces startups, ce modèle d'entreprise dont on va parler, dont l'essence provient en effet des États-Unis, mais tout comme d'une certaine manière, les premières phases de la révolution industrielle venaient d'Angleterre et donc on avait importé un certain nombre de manières de faire dans d'autres pays. Et là, on importe à la fois des techniques et leurs noms. Et il s'agit maintenant de les adapter à la réalité française et en plus de ça, au fur et à mesure, leur donner des noms français. Maintenant, la French Tech, donc, c'est cette mission. C'est pas vraiment un service public, c'est une mission de service public. C'est un écosystème encadré en fait par le gouvernement, l'État, qui permet. Quand vous dites encadré, on peut dire peut-être les mots autrement, subventionné, très largement subventionné. On va y venir. Mais justement, il y a plusieurs institutions qui vont subventionner en fait les startups françaises. Et notamment, on pense à BPI, la BPI, Banque publique d'investissement, la Caisse des dépôts et consignations. Voilà, il y a un certain nombre de bras financiers publics qui permettent en fait à nos startups, c'est-à-dire, alors le président en a parlé, il y en a 20 000, 21 000 en France,
une publication récente du gouvernement attestait de 1 million de startups. Je vois qu'il n'a pas repris le chiffre parce que celui-ci était complètement faux, c'était un petit peu bidonné. Et donc, on a cet écosystème donc, qui est proche voilà, dans la proximité quotidienne, disons, avec les institutions françaises, qui veille à ce que ce nouveau secteur, qui est un peu une industrie dans l'enfance, ce nouveau secteur croisse avec de l'argent public, notamment pour les phases de l'amorçage, les premières phases, finalement, où les startups ont besoin d'argent pour leur croissance, développer leurs projets. Maintenant, Clémence, je vois votre question arriver. C'est quoi une startup ? Voilà, oui, on va commencer par ça. Et surtout, qu'est-ce qu'elles produisent ? Qu'est-ce qu'elles apportent vraiment à la France ? Alors, on va y répondre tout de suite. D'abord, une start-up, finalement, c'est une entreprise. Alors, on a l'habitude d'entendre les catégories d'entreprises sous le terme, vous savez, de très petites entreprises. Il y a les auto-entreprises, il y a les PME, il y a les PMI, il y a les grandes entreprises. Et finalement, c'est quoi une start-up là-dedans ? Une start-up se définit, Clémence, par sa capacité à croître extraordinairement rapidement. Tandis que votre PME va croître, je ne sais pas, de 5 à 10% par an, tandis que, pareil, une très grande entreprise avec son chiffre d'affaires va croître, par exemple, entre 7 et 15% par an, ou peut-être un peu moins, eh bien, les 120 premières entreprises de la French Tech, les 120 premières start-up de France, eh bien, elles doublent leur chiffre d'affaires tous les 2 ans. Et en fait, il se trouve, elles le doublent pourquoi et comment ? Elles le doublent avec des technologies. Voilà, elles utilisent les possibilités de l'Internet pour faire en sorte que finalement, eh bien, leur chiffre d'affaires se multiplie, leurs clients se multiplient. Arrive donc là une nouvelle question, c'est quand même le problème de leur dépendance, notamment aux GAFAM. Donc encore une fois, la French Tech, nommée donc French comme France, finalement est tout à fait soumise aux diktats des GAFAM américains. Alors, oui, on peut le voir d'ailleurs comme toute finalement la tech mondiale d'une certaine manière, les startups du monde entier sont soumises aux plus grandes entreprises de la tech qui constituent finalement ensemble un oligopole, on peut le dire comme ça. C'est finalement ces fameux GAFAMA du côté américain et les BATX, on les appelle comme ceci, du côté asiatique. C'est ces entreprises finalement qui sont tellement puissantes, tellement grosses qu'elles vont racheter en fait des petites entreprises qui ne sont pas encore parvenues à maturité pour nourrir leur croissance, ou alors elles vont racheter des entreprises pour faire en sorte que ça ne devienne pas des concurrents. Donc on voit un certain nombre par exemple Google a repris une entreprise française qui s'appelle Tempo récemment, on n'en a pas parlé, elle a acheté Tempo, et Tempo est une entreprise qui avait été faite par des polytechniciens français qui permettait, vous savez, au Bluetooth de mieux fonctionner. Finalement, elle a une sorte de connexion sans fil, de mieux fonctionner. Donc, il se trouve que ces GAFAMA nous rachètent parce que tout simplement, ils ont les fonds nécessaires pour nous racheter. Ça, c'est peut-être une question que vous allez me poser. C'est d'où viennent les fonds, d'une certaine manière. Non, mais on a cette question, en fait, de cette dépendance des startups vis-à-vis d'un côté des subventions de l'État. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez cité notamment BPI France, qui est un peu le bras armé de subventions de la French Tech. Et d'un autre côté, on voit que dès qu'une startup monte un peu en puissance, hop, elle est rachetée par l'étranger, et notamment par l'américain. Donc, est-ce que finalement la France est vraiment gagnante ? Alors, est-ce qu'il y a vraiment une production de richesse qui sert à la France ? C'est un vaste sujet, il faut faire attention à ne pas se tromper, à ne pas avoir des formes d'illusion là-dessus. D'abord, une première chose, pour finalement, on a dit que les startups étaient des entreprises à forte croissance. Et donc, pour accompagner leur croissance, pour faire en sorte qu'elles puissent continuer à se développer, elles ont besoin d'argent pour se développer. De levée de fonds. Elles lèvent des fonds. Et donc, elles lèvent des fonds. Au départ, on l'a dit, c'est plutôt BPI France, c'est aussi ce qu'on appelle des business angels, des investisseurs individuels, qui viennent et qui mettent ce qu'on appelle des tickets, qui investissent dans la croissance des entreprises à ses débuts. Et ça, la France est tout à fait capable d'investir dans la croissance des startups à leur début. En revanche, dès qu'il s'agit d'accompagner une plus forte croissance, typiquement les licornes par exemple, qui ont besoin de beaucoup d'argent pour employer, pour mettre en place des solutions qui leur permettent d'avoir des clients partout dans le monde, ou partout en Europe, ou partout en France, eh bien pour ça, il faut beaucoup d'argent. Il faut des centaines de millions d'euros. Et il se trouve qu'en France, on a quelques grands fonds, mais qui sont en réalité petits par rapport aux grands fonds mondiaux. Et donc, cet argent, on va le trouver ailleurs qu'en France, ailleurs qu'en Europe. On va le trouver notamment avec des fonds américains, notamment avec des fonds japonais et des fonds chinois. Alors, il va se passer plusieurs choses. Par exemple, là, hier,
Ce dont le président se félicitait, c'était, vous savez, la valorisation de Exotech. C'est une entreprise industrielle qui fait des robots pour la logistique d'entrepôts. Elle a fait 2000 pièces l'année dernière, elle en fera plus de 2000 l'année prochaine. Et elle est à Croix, dans le Nord. Donc elle emploie des gens à Croix. Elle crée des robots et elle participe à la relocalisation, d'une certaine manière, de l'industrie française. Mais vous allez me dire, mais attendez, une partie de ses actionnaires sont maintenant des fonds américains. J'ai vu, je l'ai noté, ces nouveaux actionnaires sont Goldman Sachs, BPI France et un fonds anglo-saxon. Donc que se passe-t-il ? Qui contrôle l'entreprise ? Que c'est un problème, finalement, que, par exemple, Goldman Sachs vienne au capital de cette nouvelle licorne Exotech. Alors, dans un sens, oui. Si elle est majoritaire, oui, ça commence à poser un vrai problème. Bien entendu, on se pose la question, on se dit, mais attendez, qui sont ces fonds qui viennent faire de la prédation sur nos pépites françaises ? Et là, il y a une subtilité. C'est-à-dire que d'un côté, vous voyez bien qu'on n'a pas l'argent en France pour permettre le développement de ces entreprises. Donc d'un côté, on a besoin de chercher de l'argent à l'étranger. De l'autre côté, est-ce que l'achat d'une partie de ces entreprises, donc Goldman Sachs a dû prendre, le chiffre n'est pas public, mais peut-être a-t-il pris 10 à 20% du capital d'Exotech, par exemple. Est-ce que Exotech va délocaliser sa production aux États-Unis ? Est-ce que depuis 3 ans, 5 ans, eh bien, on a vu des délocalisations massives de start-up aux États-Unis ? On ne l'a pas encore vu. Donc ça, c'est une des choses où on peut voir que finalement, c'est pas quelque chose qu'il faut plaider, finalement. On ne peut pas plaider pour cette situation. On a besoin de l'argent des autres pour se développer. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'on ne se fait pas encore piller, on ne se fait pas encore spolier. Maintenant, la souveraineté technologique, là, il se trouve, c'est des entreprises industrielles, typiquement Exotech. En revanche, pour des entreprises de défense, par exemple, là, oui, là, il y a un problème technologique. Oui. Et là, on a eu un problème récemment. On a eu une entreprise qui s'appelle Profez, qui fait de la vision nocturne, qui a été développée donc par des Français et qui a été surveillée par la Direction générale de l'armement. Et que s'est-il passé ? Eh bien, en passant en dessous les radars, on a eu In-Q-Tel, qui est le fonds, la CIA, qui est venu racheter cette entreprise française. Et là, l'État était démuni. Là, ce n'était pas une question seulement de moyens, puisque nous avons aussi des fonds de défense qui peuvent être mutualisés pour acheter ces pépites. Et là, ils ont été dépassés par les événements. Donc ici, pour des technologies finalement de rupture, des technologies stratégiques, là oui, on a un problème de souveraineté. Et là, on doit intervenir de manière encore plus forte qu'on le fait. Mais il faut séparer d'une certaine manière l'économie, où là, il est bon d'une certaine manière de récolter des fonds étrangers pour pouvoir se développer. Tant que l'entreprise garde son siège en France, on peut considérer que c'est bon pour la France. Que se passe-t-il ? Est-ce qu'on devrait refuser typiquement l'argent de fonds étrangers et ne pas avoir les 400 emplois qu'on aura à Croix dans le Nord bientôt, par exemple ? C'est une manière de se développer. Elle est tendancieuse, elle est difficile à gérer. En revanche, il faut faire vraiment attention à nos entreprises technologiques de rupture et de souveraineté. Alors, je voudrais vous poser aussi la question de la séparation entre la French Tech et l'industrie française. Le déficit français, il faut le noter, dans les produits industriels n'a jamais été aussi important. À noter, pendant qu'on a un cocorico macronien sur la French Tech, l'industrie française ne se porte pas bien du tout. Emmanuel Macron préfère-t-il la Startup Nation à la vraie politique industrielle ? Lui refuse l'opposition entre les deux. Écoutez. Et la deuxième chose, c'est que l'opposition que j'entends encore beaucoup dans nos débats publics entre les startups et l'industrie est une opposition du XXe siècle. Elle est éminemment fausse. Notre pays va se réindustrialiser par des startups technologiques et ce qu'on appelle le deep tech. Et nos grands groupes industriels vont survivre, se transformer, gagner la partie grâce à l'innovation de rupture de startups qu'ils auront incubées ou qu'ils auront rachetées ou avec lesquelles ils auront des partenariats. Il n'y a pas de France industrielle contre la France des startups. Voilà, il n'y a pas de France industrielle contre la France des startups. Au passage, Deep State, innovation de rupture. Bon, on sent qu'on n'est pas vraiment en France. Hein. On y reviendra justement. C'était pendant la présentation de son plan en 2030, donc en octobre dernier. Oui, alors il faut faire attention à pas. Il y a un peu un arbre qui cache la forêt. D'une part, vous savez, le PIB de la France, la production intérieure brute de richesse, c'est plus de 2200 milliards d'euros. Et dans ce PIB, la place de l'industrie est descendue autour de 10% aujourd'hui. Et aujourd'hui, la French Tech, qui sont donc finalement les métiers du numérique, ce n'est pas un secteur en soi. C'est tous les métiers qui permettent de numériser l'économie. Donc ça va être dans l'industrie, ça va être dans les services, ça va être aussi dans l'agriculture, on a les agritech qui existent, dans les logiciels, etc. etc. Même on a d'ailleurs
des technologies sur de l'immobilier, des technologies sur les jeux, etc. Vous avez joué à Candy Crush, par exemple. Et donc, cette French Tech, cette économie du numérique, finalement, elle pèse combien ? Elle pèse 1% à peu près, un peu moins, du PIB français. Donc c'est un peu différent. Et il se trouve que... 1% du PIB en étant très très largement subventionné. Donc finalement, elle est largement subventionnée pour le début de son développement. Mais finalement, les plus grandes entreprises, les plus grandes entreprises de tech, elles ont besoin de ces financements publics pour survivre au départ, en fait. Et comme beaucoup d'industries, d'ailleurs, il y avait l'allemand Fichte qui, au début du 19e siècle, parlait de ces industries dans l'enfance. Et les industries dans l'enfance, il disait qu'il y avait besoin de protectionnisme pour faire en sorte que dès que vous avez un tissu industriel naissant, que celui-ci ne soit pas mis en concurrence avec les autres tissus industriels. Et donc, ce tissu avait besoin d'être bercé par l'État, d'une certaine manière. C'est pas exactement ce qui se passe en France, puisqu'on a une compétition qui est mondiale, mais en même temps, l'État et le gouvernement font en sorte que le circuit de la French Tech puisse se développer le plus possible avec l'argent public, au départ en tout cas. En revanche, la question c'était est-ce qu'on peut opposer, French Tech et industrie ? Ou est-ce qu'Emmanuel Macron flatte la French Tech et oublie l'industrie ? En fait, il y a pas vraiment il y a une continuité entre les deux. La French Tech industrielle, il y a 10% de la French Tech qui s'intéresse aux startups industrielles. Donc, il y a Exotech, par exemple, des entreprises comme Exotech, qu'on a cité tout à l'heure. Il y a d'autres entreprises, ça va être aussi donner des exemples. Moi, je pensais en venant ici à Phoenix Mobility, qui est une entreprise qui permet de changer vos moteurs, qui sont des moteurs thermiques, en moteurs électriques. Ça, c'est une entreprise qui est à Grenoble, et donc elle contribue aussi à relocaliser de la production. Maintenant, en réalité, ces startups, ce qu'elles permettent de faire, c'est qu'elles permettent de numériser en fait les entreprises industrielles françaises. Elles apportent des nouveaux services et elles permettent aussi à des très grandes entreprises d'utiliser des nouveaux outils pour se réindustrialiser et pour monter en valeur ajoutée. L'un peut Donc en fait, l'un sert exactement l'autre et permet de gagner en valeur ajoutée et aussi avoir des emplois qui ne sont pas délocalisables. Alors, merci beaucoup Lou Vialet pour tous ces éclaircissements autour de la French Tech. Une dernière question, quelle est votre licorne préférée ? Alors, on n'a pas parlé des licornes encore. Je vais prendre un joker. C'est quoi une licorne ? C'est la meilleure des French Tech ? Non, c'est pas du tout la meilleure des French Tech, ça veut rien dire d'ailleurs ça. La licorne, c'est une entreprise qui est... On aurait pu commencer par là. C'est une entreprise qui est valorisée $1 milliard. Mais pour valoriser c'est un peu fictif si vous voulez. On valorise une entreprise sur ce qu'on pense qu'elle va faire demain et en fonction des chiffres qu'elle fait aujourd'hui. Typiquement, Clément, si vous étiez actionnaire de la totalité du capital de Sud Radio, de Radio Courtoisie. Oui, alors ici, on n'est pas actionnaire. Ici, mettons que vous ayez 100% du capital de Radio Courtoisie. Tout le monde va comprendre. Moi, j'arrive, je regarde vos chiffres et je trouve que finalement, ça va très bien. Bah oui, ça va très bien. Et si je vous dis, écoutez, Clément, je prends 10% du capital de Radio Courtoisie contre 100 millions d'euros. Oui. Tout d'un coup, votre entreprise, votre Radio Courtoisie... va être cotée. Non, elle ne va pas être cotée en bourse. Elle va être non cotée, puisqu'on n'est pas en bourse, mais elle va valoir $1 milliard. Ouais. Bon, si on était aux États-Unis, on aurait fait la même chose, vous auriez valu $1 milliard. Et donc, c'est tout simplement parce que moi, investisseur, je choisis de donner cette valeur-là à votre entreprise que vous valez tant. Mais la réalité de l'intérêt, finalement, la valeur, c'est la croissance que vous faites et la marge que vous faites en tant qu'entrepreneur. Et donc, vous avez peut-être quelque chose à reprocher à ces licornes qui peuvent être un petit peu superficielles dans leur... Alors, il y a encore 1000 choses à dire et j'aimerais bien encore 2 minutes pour terminer. Mais oui, d'une certaine manière, ce qui compte, c'est la rentabilité de ces licornes. On ne sait pas à quel point elles sont rentables. Pour l'instant, elles prennent de l'argent, elles sont très contentes, elles font des feux d'artifice partout. Mais ce qu'on leur demande, c'est demain d'être rentables. Et donc, si elles veulent croître, c'est que demain, il y a des emplois et il y a aussi la rentabilité qui justifie leur présence. Donc, on ne doit pas saluer tant les levées de fonds que les résultats nets. Bah oui, je suis bien d'accord. La deuxième chose, c'est que finalement, c'est un énorme sujet, il faudra revenir sur ce sujet-là. Moi, j'aimerais bien insister sur une chose, puisqu'on a parlé de... Et je terminerai là-dessus. On a parlé de l'importance de l'État, des fonds publics, dans l'émergence de ce secteur industriel numérique en France. Et il y a un problème, Clémence, c'est que cet argent, il va à des fondateurs d'entreprises. Ces fondateurs d'entreprises, c'est souvent des gens qui, ont fait des grandes écoles de commerce, des grandes écoles d'ingénieurs. Vous me voyez peut-être arriver. C'est-à-dire que les fondateurs des startups sont des personnes qui vont déjà bien dans la mondialisation et bien dans la société française.
Et en réalité, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les fondateurs de ces startups, eh bien, ce sont ceux qui mènent finalement les licornes de demain, les grandes entreprises de demain, et c'est ceux-là qui sont appuyés par l'État. Et donc l'État, en donnant son argent... renforcer la richesse aux riches. Eh bien, il y a on va dans le rapport Oxfam. Il y a une reproduction des inégalités sociales qui passe par cette nouvelle économie. Et j'en veux pour preuve que seulement, alors, il y a 12% ou 13% des salariés de la French Tech qui détiennent des parties du capital de ces entreprises-là et qui vraiment sont associés à la réussite capitalistique de leur entreprise. C'est rien du tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, ce système-là fait en sorte, et il faudrait l'actionnariat salarié d'ailleurs de ce point de vue-là, fait en sorte de répéter les inégalités qu'il y avait dans d'autres parties de la société, il les répète dans ce côté-là, il les amplifie, il les reproduit dans la French Tech. Et en gros, ce qui crée à la fois, donc on l'a dit, une reproduction des inégalités et puis des valeurs qui sont de moins en moins comprises par le reste de la population parce qu'il y a des montants fous qui sont levés, et donc les gens ne comprennent pas. Et aussi, il y a des choses, vous l'avez dit, on fait des choses qui sont très françaises, encore une fois, même si les noms sont parfois anglo-saxons et il faut les changer, on fait de l'industrie française, par exemple des robots français, mais on importe aussi des manières de faire qui sont d'une culture que les gens ne comprennent pas. Et j'en terminerai encore là-dessus. Et récemment, une entreprise française qui s'appelle Sorar, qui fait des cartes Panini numériques, où vous avez des joueurs de foot qu'on peut s'échanger, qu'on peut acheter en ligne comme ça. Elle a été elle a levé... Des NFT en fait. Des NFT, elle a levé plus de 180 millions d'euros. Comment est-ce que, dans votre quartier, quand quelqu'un lève ce genre d'argent-là, eh bien, évidemment, l'immobilier monte, vous avez des valeurs que les gens ne comprennent pas. Les NFT, je pense que personne ne comprend ce que c'est à la radio ce matin, et on l'expliquera une autre fois. Mais vous avez des valeurs qui, en réalité, sont créées dans la population française et qui ne sont pas partagées par la majorité. Donc, cette French Tech, elle pose beaucoup de problèmes. Et elle apportera peut-être quelques solutions. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ces grands éclaircissements, Lou Vialet, spécialiste de géopolitique, également directeur de la communication d'une société d'investissement dans la French Tech. Ce que vous nous dites, et notamment cette reproduction des inégalités au niveau de la French Tech, c'est faut faire une émission là-dessus. Oui, non, mais c'est très intéressant et c'est en accord avec le rapport Oxfam qui vient d'être publié, avec la fortune des 10 hommes les plus riches du monde qui a doublé depuis le début de la pandémie, tandis que les revenus de 99% de l'humanité ont fondu. On a l'impression que c'est toujours la même chose. On accompagne la richesse des plus riches. Voilà. Mais et l'homme le plus riche du monde est le directeur de Tesla, le CEO de Tesla, qui est donc Elon Musk, et qui est donc une entreprise technologique mondiale. Donc on voit bien que pour beaucoup, c'est en effet l'avenir de l'économie. En réalité, on vit la 4e révolution industrielle, et donc il s'agit maintenant de s'y adapter, de faire en sorte qu'elle ne détruise pas la France, mais que la France puisse s'embellir grâce à ça. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Lou Vialet. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.